Notre comportement de vie vient directement de notre assiette. Je lis le message, manger 5 fruits et légumes par jour. J'en fais quoi de ce message? Et tant qu'on sera dans une culture du curatif versus du préventif, ça restera comme ça. Si tu veux une meilleure libido, le pire, c'est les aliments ultra transformés. Je regarde ce que je vais mettre dans mon bide, je regarde ce que je vais mettre dans mon cerveau, je regarde ce que je vais mettre dans mon corps, en fait. Tu dis que la nutrition, c'est la base du bonheur. Tu peux nous expliquer pourquoi? La nutrition, c'est la base du bonheur, oui. Manger, c'est quelque chose qu'on fait juste au minimum 3 fois par jour. Quand on décompose, c'est quand même beaucoup. Et du coup, toutes les choses qu'on va mettre dans son corps vont avoir une influence. Faut pas se leurrer. C'est mécanique et mathématique. Il y a en fait ce qu'on appelle un axe intestin-cerveau. Il y a le cerveau, il y a les intestins. C'est comme une autoroute à 2 voies. Il y a des éléments qui partent de l'intestin qui vont au cerveau et inversement. Et tout parle à travers le microbiote. Il y a de l'inflammation. Enfin, je rentre pas dans des détails trop complexes, mais globalement, quand on mange des choses, il y a une influence sur notre cerveau. Et notre cerveau influence aussi notre intestin. Des exemples concrets, c'est quand on a peur, en fait. Juste quand on a peur, on a mal où? On peut avoir mal à la tête, mais on a surtout mal au bide. On a la chiasse, on va appeler un chat, quoi. Quand on dit, ah là là, j'ai mal au ventre, j'ai la boule au ventre, tout ça, c'est des choses. Et pourtant, on se dit, c'est émotionnel. Les deux, en fait, communiquent par tout un jeu de neuromédiateurs, c'est scientifiquement étayé. Quand on va manger, ça va influencer nos émotions, influencer notre cognition. Et donc, c'est la base du bonheur. C'est vraiment les aliments, quand ils sont décomposés donc en nutriments, macro, micronutriments. Ça rentre dans notre sang, ça fournit l'énergie à nos cellules. Et derrière, tous les petits éléments, tac, ils passent dans le système sanguin, ils vont dans le cerveau, ils vont d'ailleurs aussi dans les autres organes. Et en fait, tout ça influence. Et j'avais halluciné il y a quelques années, j'avais découvert un métier, je vois criminologue nutritionniste. Ils avaient fait une étude dans une prison. Ils prennent un groupe de gens où ils ne changent pas leur alimentation, calories égales, d'accord? Donc, calories égales, mais des aliments ultra transformés, dits malbouffe, versus les autres, mêmes calories, mais équilibrés, des aliments bruts, des choses plutôt saines, mais même nombre de calories. Et ils ont observé les incidents de violence, l'agressivité, ils ont mesuré les cris, ils ont mesuré les coups, ils ont mesuré les gens qui allaient en isoloir, enfin bref, vraiment tous les trucs qu'ils ont pu mesurer. Et c'était très clair et net. Et c'était un des premiers éléments vraiment concrets qui montre qu'en fait, il y a un lien entre son agressivité, sa violence et la nutrition. Et ça, des études comme ça sur comportement, sur des rats, sur des humains, enfin, il y en a, mais depuis, j'ai l'impression de dire que ça. Notre comportement de vie, nos émotions viennent directement de notre assiette. En gros, les gens énervés, il faut leur donner des brocolis, quoi. C'est plus une notion d'équilibre. Pour le poids, juste une petite parenthèse, vraiment sur le poids, c'est une notion de qualité, une notion de quantité. Si tu manges trop de quelque chose, même si c'est du brocoli, va te lever avant d'avoir une quantité de brocoli qui fasse que ce soit trop, mais même si c'est du brocoli, de toute façon, tu prendras du poids. Donc c'est vraiment aussi une notion de quantité, mais de qualité aussi. C'est si je mange mal, de la fast-food ou... Aliments ultra transformés. Clairement, c'est ça. Donc je mange des aliments ultra transformés, ça va me rendre plus agressive, inflammer, j'imagine, mon corps. Tout à fait. Me fatiguer. Tout à fait. Exemple tout bête, un régime méditerranéen, qui est le régime considéré comme ayant légion sur la santé, 30% de risque de dépression et d'anxiété en moins. Point. Et ça, c'est des études internationales. Et ça, c'est étayé, validé par la science. 30%. C'est énorme, juste par la nourriture. Mais tu vois, tu vas chez Starbucks, voilà. En fait, à chaque fois, je dois me battre contre moi-même pour ne pas acheter, tu sais, leurs muffins, leurs... C'est pas grave du tout de se prendre un donut, un truc. Moi, la première, je le fais, il n'y a aucun problème. C'est le trop tout le temps. En fait, c'est toujours une question de fréquence et une question de quantité. Et toujours maintenir le plaisir. Si ça te fait plaisir de prendre ce truc-là, que après tu vois dans ton corps que tu le manges avec intention, que tu es OK, que tu sais que c'est pas souvent, que du coup là tu es en plein kiff et que tu te fais ton gros shoot de dopamine et que tu sais très bien que c'est pas bon, mais en fait c'est peu de fois, c'est OK, ça te fera pas de mal. Si par contre c'est trop, tout le temps, tous les jours, et qu'en plus de ça, il n'y a pas assez de légumes, il y a trop de gras saturés, il n'y a pas assez d'hydratation, il y a trop de café, il y a trop d'alcool, évidemment, là c'est le jackpot pour se faire un diabète, une maladie cardiovasculaire, un cancer, etc. Mais il faut être vraiment dans l'équilibre de je me fais du bien, je garde du plaisir,
Je supprime pas tout. Voilà, pas tomber dans l'excès de l'un ou de l'autre. Enfin, c'est assez culpabilisant finalement, je trouve, la santé, bien manger. C'est un peu l'air dans lequel on est. Je sais pas précisément d'où ça vient, mais on nous a beaucoup mis quand même que c'était une responsabilité individuelle. Alors qu'en vrai, c'est quand même une responsabilité collective. Quand on regarde l'offre alimentaire, là, je suis désolée, entre là où j'étais et là où je suis venue, j'ai pas vu de fruits et légumes. Je suis dans une ville. Donc, à un moment donné, moi, j'ai faim, enfin, je vais avoir faim, je peux même pas m'acheter une pomme. Et pourtant, je sais que c'est bon, la pomme. Et bien, si derrière, quand j'y vais, je vois qu'un muffin et qu'il n'y a que le Starbucks ouvert, ben, je vais faire quoi? J'ai juste faim, mais je vais me défoncer le Starbucks, c'est normal. Donc, en fait, c'est pas juste soi, c'est pas juste la volonté, comme on dit, c'est pas juste, etc., etc. C'est tout un système qu'il faut changer. C'est presque après un choix politique. Et en fait, il faut aller là-dessus. Il faut prendre un peu de hauteur et se dire que, voilà, on ne peut pas tout résoudre soi. Et ce n'est pas à chaque fois à nous qu'incombe 100% des choix, quoi. Comment on en est arrivé là, quoi, tu vois? C'est multifactoriel. En fait, il y a énormément de réponses que je pourrais donner dans ta question qui est hyper pertinente. Mais tu prends les médecins. Les médecins pourraient être les premiers prescripteurs d'aller voir un diététicien. Mais le médecin, il n'est pas formé à ça. En fait, il ne connaît même pas le rôle du diététicien. On n'est même pas 16 000 en France, hein. Déjà, juste 16 000, 67 millions d'habitants. Donc, je racontais le démarrage. Moi, j'ai fait des études 2 ans. C'est pas 10 ans d'études. Donc, en fait, le rôle déjà du diététicien, le métier du diététicien, il est méconnu. Un médecin, en moyenne, c'est 10 ans d'études, hein. Devine combien d'heures de nutrition il y a dans ces 10 ans d'études. 20 heures. Donc en fait, c'est pas dans la culture médicale. Donc déjà ça, c'est une des choses qui va expliquer pourquoi il y a une forme de retard. Il y a d'autres choses qui peuvent expliquer, c'est en France, on est dans une culture du curatif en fait. On va rembourser des médicaments, t'es déjà malade, on va rembourser de l'hospitalisation, t'es déjà bien malade, et des actes de consultation. Voilà, c'est les 3 actes qui sont remboursés dans les contrats, etc. La prévention, c'est même pas 2% du budget en fait des dépenses de soins. C'est rien du tout. Et tant qu'on sera dans une culture du curatif versus du préventif, ça restera comme ça. Parce que c'est normalisé en fait. Il y a aussi le poids du lobbying. Si tu regardes le marketing, tout ce qui est en lien avec les aliments ultra transformés, c'est un marketing agressif. Les trucs sont rouges, ça brille, il y a des flèches, il y a des étoiles, il y a des cœurs, il y a des machins, smash. Évidemment, t'as envie de le bouffer, le truc, t'en peux plus, en fait. C'est juste, t'en peux plus. Tout est fait pour te faire, voilà, les pubs, on te matraque, machin, etc. Il y a des choses aussi miracles, voilà, la poudre qui va te faire perdre tel truc, la crème minceur de je sais pas trop quoi. En fait, c'est dingue comment, voilà, il y a toute une industrie, tout un marketing, tout un jeu agroalimentaire auto-généré, auto-porté, je ne sais pas comment le dire, qui fait que ça nous enferme dans une forme de « on ne peut rien faire ». Et du coup, on est là à juste se dire c'est super important la bouffe, hein. La nutrition, c'est hyper important, l'activité physique, la lutte contre la sédentarité. Ah oui. Bah oui, mais après, je fais quoi? C'est quoi? Je lis le message, manger 5 fruits et légumes par jour? J'en fais quoi de ce message? Du coup, c'est ma responsabilité quand justement j'ai faim et que j'ai envie de trouver un primeur et qu'il n'y a pas. Ben, je ne peux pas en fait le faire. Donc, c'est tout un système qu'il faudrait réformer. Voilà, mais c'est des choses possibles. Hein, mais tu prends même quelque chose auquel moi je suis confrontée, c'est la notion de modèle économique. Quand bien même, voilà, l'État dirait, ok, très bien, ben, on va mettre en place des dispositifs nutritionnels, etc. Combien ça coûte? Concrètement, on pourrait le déterminer, mais c'est quoi le modèle? On est quand même 67 millions d'habitants en France, hein. Quelle solution on peut mettre en place? Est-ce que justement c'est de l'individuel? Est-ce que c'est un remboursement des consultations de diététiciens? Est-ce que c'est des ateliers collectifs? Si oui, il se passe. Comment est-ce qu'on entre chez les gens? Dans leur vie, hein, je veux dire, dans leur quotidien. Il y a des expérimentations aujourd'hui qui sont menées, notamment expérimentation article 51. Mais c'est éparse. Ce sont des petits projets locaux, territoriaux. Article 51, c'est des innovations. C'est que l'État va financer des innovations dans la santé. Voilà. Et donc, il alloue du budget. Il dit, écoute, voilà, toi, tu as une idée innovante dans la santé. Tu es dans le centre Val-de-Loire. Tu as envie de faire ton expérimentation sur 123 personnes. OK, tu me fais un dossier et je te donne un peu de sous et let's go. Mais il y a des initiatives, rembourser des paniers de fruits et légumes, mettre à disposition des distributeurs, etc. Mais ça reste très, très, très local, très expérimental sur des toutes petites cohortes
Où du coup, après, quand on amène, mais au bout d'un moment, ça se fera, quand on amène en fait les projets, c'est ah oui, d'accord, si on fait ça à grande envergure, voilà, comment on le met, qu'est-ce que ça demande, etc., etc. Donc c'est tout éclaté. Les médecins, l'État qui prend pas vraiment le sujet, qui préfère rembourser des dépenses de santé, des coûts d'hospitalisation, des médicaments, les études qui durent pas assez longtemps, l'éducation aux enfants, j'en ai même pas parlé, mais voilà, dans les écoles, on n'apprend même pas ça en fait. On n'apprend pas à bien se nourrir. Évidemment que ça peut pas bouger et qu'au bout d'un moment, il y a un effet d'étau qui va se faire. Donc c'est multifactoriel, c'est complexe, mais voilà, on va y arriver. En quoi l'alimentation, elle influence nos relations et même notre sexualité ? Si je le fais, même, allez, on va le faire, on va mettre la casquette médicale, pure, la sexualité, comme je disais tout à l'heure, on mange des éléments qui vont de toute façon aller directement dans notre corps. Si je prends ne serait-ce que l'érection ou le fait d'être lubrifié, pour nous les femmes, tout ça, c'est de la circulation sanguine. Il se trouve que dans les aliments, il y a des choses qui favorisent la fluidification, qui favorisent en fait cette circulation sanguine. Et quand on dit nutrition, il y a l'alimentation. La nutrition, c'est aussi la lutte contre la sédentarité et l'activité physique. Et tout ça, quand on a ça, je veux dire que voilà, en termes d'érection et lubrification, on est bien. Donc juste, ne serait-ce que techniquement parlant, dans notre alimentation, on a les briques qui font fonctionner mieux en fait ça. Et ce qu'on mange aussi va influencer nos hormones. En fait, les protéines, les hormones, c'est des protéines, c'est pas autre chose. Et du coup, dans l'alimentation, il y a des choses qui vont favoriser la progestérone, les œstrogènes, la testostérone, etc., qui vont avoir un impact direct sur la sexualité. Et je veux avoir une meilleure libido, qu'est-ce que je devrais faire ? Si tu veux une meilleure libido, juste mieux manger, limiter les aliments ultra-transformés. En fait, le pire, c'est les aliments ultra-transformés. Bien s'hydrater, on parlait de circulation sanguine, le sang, c'est de l'eau, c'est de la flotte avec des électrolytes. Donc bien s'hydrater, déjà, il y a deux choses très très basiques, avoir une bonne hydratation et limiter les aliments ultra-transformés. Pourquoi je dis qu'il y a un lien aussi avec l'alimentation et la sexualité, c'est que quand tu te mets à mieux manger, quand je dis mieux manger, c'est que tu pars toujours de toi, de ta base, pas viser trop haut, c'est te dire que tu fais mieux qu'hier. Chaque repas, après chaque repas, tu essayes de faire mieux. Tu vas avoir plus d'énergie, tu vas avoir une glycémie qui va être plus stable, du coup tu vas être moins fatigué, tu auras plus de clarté mentale. Tu vas être plus créatif. En fait, tout ça va faire que tu auras juste plus d'énergie. Et tu seras moins juste claquos dans ton canapé, à pas avoir de désir, à puis à la fin de la journée, j'en peux plus, tout ce que je peux faire, c'est allumer mon Netflix et juste être là. Non, parce qu'en fait, tu vas mieux, tu as plus d'énergie. Si derrière, en plus, tu perds du poids, quand tu perds du poids, tu as ton estime aussi de toi qui monte, tu te sens plus désirable, tu es plus flex dans tes vêtements, tu as plus d'énergie, tu as envie de faire plus de choses. Et tout ça, en fait, c'est des vecteurs aussi de libido et de sexualité. Donc, c'est vraiment un tout. Et c'est pour ça que l'un va passer en l'autre et que tout est relié. Après, moi, évidemment, je ramène tout à l'alimentation. C'est ma life. Donc, évidemment, mais tout, en fait, voilà, tout a un lien. Tu sais, il y a la mode des aliments hyper protéinés. Donc, ouais. En fait, quand tu achètes un aliment, quoi qu'il, il faut toujours regarder la liste des ingrédients. C'est ça qui va te permettre de dire... deux choses, la liste des ingrédients et la manière dont il est fabriqué. Mais ça, le problème, c'est que c'est pas écrit. Donc, c'est des choses que tu peux déduire, mais c'est pas écrit. Mais quand tu regardes la liste des ingrédients, tu vas voir. Si, par exemple, tu vois écrit le mot lait écrémé. Bon, c'est du lait, on a enlevé le gras, très bien. C'est propre, clean. Virgule, là, tu vas voir, mettons, lait en poudre. Tu dis, c'est du lait qui est en poudre. Tu regardes un autre yaourt, c'est écrit protéines de lait. Et là, direct, tu pourrais te dire... Protéines de lait, ça veut dire qu'on a extrait déjà une protéine du lait, mais ce n'est pas du lait qu'on a réduit en poudre. Donc déjà, il y a un tout petit peu de transformation qui s'est opérée. Et pourtant, ça reste dans le même rayon, etc. Pour être plus longue encore, mais voilà, si tu vois juste le mot sucre, ok. Si tu vois le mot sirop de glucose, c'est pas tout à fait du sucre, mais c'est dans la famille des sucres, etc., etc. Donc, à calories égales, à nombre de grammes de protéines égales, à nombre de lipides, etc., quand tu vas comparer tes deux valeurs nutritionnelles, tu pourras voir que, mettons, l'un est meilleur que l'autre. Moi, c'est pas ça que je regarde. Je regarde ce que je vais mettre dans mon bide. Je regarde ce que je vais mettre dans mon cerveau. Je regarde ce que je vais mettre dans mon corps, en fait. Donc, je ne regarde que la liste des ingrédients et la manière dont ça a été justement transformé. Et plus tu as de choses que tu comprends pas, plus tu as de choses où tu as des additifs, plus tu as de choses où tu te dis comment ce truc-là, quand moi je fais du pain, que le truc est sécos au bout de 24 heures, que lui, ça fait 3 semaines et demie qu'il est dans le placard, qu'il n'a pas bougé...
En fait, il y a bien un truc dedans qui fait que c'est juste pas bon, en fait. Plus il y a des choses dégueulasses, plus il y a des additifs, moins c'est bon. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu voulais dire sur ça ? On pourrait dire que la nutrition, c'est la médecine silencieuse de la joie. Ce qu'on mange fait ce que nous sommes. Et une des choses qu'on fait le plus, c'est quand même manger. Hippocrate le disait, que ton aliment soit ta première médecine, il disait pas slash, mais voilà, ton premier médicament. Donc c'est, la nutrition, c'est la médecine silencieuse de la joie.